quelqu'un qui a fait de l'e-sport peut faire comme métier aujourd'hui. Et vous invitez, vous, individuellement, également les chefs d'entreprise qui nous regardent en direct ou en replay, ou les RH, les services RH, posez-vous la question de qu'est-ce que la qualité d'un sportif peut apporter dans votre équipe. Déjà, un manager d'équipe, comme pour une équipe de e-sport, c'est quelqu'un qui doit savoir avoir les soft skills nécessaires à être un bon manager. Ce qui est à gauche, c'est pas de l'e-sport, ça n'a rien à voir. C'est un dossier, donc c'est ManagerGo, qui est un des sites qui donne des astuces pour être un bon manager. C'est eux qui le disent, ces mêmes qualités, je ne vais pas répéter 15 fois, on les voit chez les e-sportifs, chez les coachs, voilà, être capable d'être créatif, capable de s'adapter, l'empathie, empathie donc à la fois par rapport à ses coéquipiers, mais aussi par rapport, on n'en a pas beaucoup parlé, il y a aussi le mental de l'adversaire. Il y a beaucoup ce qu'on appelle du taunt, c'est-à-dire de la provocation de l'adversaire, qui existe aussi dans le football. On l'a vu en finale de 2006, par exemple, ça avait bien marché pour les Italiens. Et ça a bien marché au rugby plus récemment. Je sais qu'il y avait de la provocation, en tout cas, il y avait visiblement une résistance à l'émotion qui à un moment, quelqu'un a craqué. Donc voilà, cette empathie, le sens du collectif, forcément, le sens de l'organisation des professionnels, je ne reviens pas là-dessus, on en a parlé, mais vraiment, les e-sportifs sont des très bons managers. En soft skills, vous n'avez pas besoin de les former. Alors, il y a bien sûr de l'adaptation à faire au monde du travail, ce n'est pas forcément du jour au lendemain, mais ils ont les capacités humaines de faire ça et de l'apprendre très vite. Ça, c'est un des métiers qui est aujourd'hui les plus recherchés. Toutes les sociétés en ont besoin. Community manager. Il faut savoir que la base du community management, les premiers échanges communautaires digitaux, viennent du monde du jeu vidéo. Les premiers forums, les premiers chats IRC à l'époque, que moi j'ai connu, je ne sais pas s'il y en a qui jouaient à l'époque, c'était pour le jeu. Les gens se rassemblaient, échangeaient, partageaient les solus, ou justement se retrouvaient dans les parties avec des logiciels. Et derrière, ça s'est extrapolé de d'autres manières. Facebook est arrivé, LinkedIn et compagnie. Et donc, ces gens-là, ils le font au quotidien. Ils n'ont pas besoin de formation. Il y a des très bonnes formations, on en connaît ici, n'est-ce pas Olivier, qui font du community management. Mais vous avez des gens qui l'apprennent sur le tas parce qu'ils ont cette relation communautaire. Ceux qui se filment, ils échangent en direct avec une communauté, ils partagent, ils ont leur propre page Facebook, LinkedIn, Snapchat et compagnie. Et ils les utilisent, ils les affectionnent. Et du jour au lendemain, ils pourraient le faire pour une entreprise avec ce côté justement proximité qu'il faut avoir avec la communauté. Aujourd'hui, dans la digitalisation de la société, il y a aussi justement créer un lien qu'il faut faire de manière digitale parce que les gens ont besoin de réponses tout de suite. Maintenant, avec les outils qui existent, et justement, les e-sportifs, c'est ceux qui ont quelque part créé les outils et c'est les premiers à mieux savoir les utiliser. On en a déjà un peu parlé, donc je vais plus vite. Voilà, les gens qui veulent faire du stream ou autre vont utiliser, apprendre par eux-mêmes différents logiciels. Alors, que ce soit pour la photo ou la vidéo, ce n'est pas les mêmes métiers. Attention, là, si ce n'est pas les mêmes logiciels, mais bon, on va dire que c'est plus ou moins les mêmes qualités qui sont amenées à être exploitées. Bon, les logiciels ont quasi beaucoup les mêmes mécaniques. Souvent. Donc vous avez des gens qui simplement, vous pouvez, si vous recevez en entretien quelqu'un pour un poste d'infographie, vous demandez qu'est-ce que vous avez fait, il y en a qui, ce que je trouve malheureux, c'est qu'il y en a qui l'ont fait, qui n'osent pas le montrer. Je n'ai quand même pas montré du jeu vidéo à un recruteur, il a fait un super montage sur sa dernière partie avec ses amis qui alternaient le coaching justement dans la salle et puis après la partie avec les moments forts. Mais des gens qui savent faire ça, ils vont faire les plus beaux reportages, les plus beaux clips pour votre société, pour vos produits. Donc faut avoir peur, faut casser cette barrière parce qu'il y a vraiment des vrais talents qui sont déjà là. Alors là, on est sur des métiers un petit peu plus hard skill, mais qui viennent beaucoup de l'e-sport. Là, je parle beaucoup à mon niveau personnel parce que voilà, moi j'ai créé mon association, je ne connaissais rien en réseau. Alors aujourd'hui j'ai arrêté, mais il y en a d'autres dans mon staff en l'occurrence qui sont très bons là-dessus. Parce que si on veut connecter des PC entre eux, si on veut s'amuser avec ses amis ou si on a du coup derrière l'envie de le faire en plus grand, il faut savoir comment ça fonctionne. Et le réseau, c'est quelque chose de techniquement très compliqué. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le métier aujourd'hui, mais ce que je veux dire par là, c'est que des e-sportifs, ils ont besoin d'avoir une compétence, une compréhension, parce qu'ils sont souvent emmenés quand ils jouent ensemble à devoir régler les petits soucis. Et il y en a parmi eux justement qui vont se passionner. On a des exemples dans les étudiants de la première année que j'ai recrutés dans mon association, qui ont refait derrière des études justement dans le réseau, mais qui ont déjà ces soft skills, qui ont déjà l'expérience terrain, parce que dans mon association, ils configurent des switches, ils paramètrent, par exemple, du Colmar Sports, on a quand même 600 PC connectés, c'est une mécanique. Donc quand en entreprise, on vous dit qu'il faut faire des baies de brassage pour brancher 10 PC, et que ça vous paraît compliqué, nous, on doit faire ça pour un week-end. Et pas de temps d'attente, c'est pas on attendra lundi, on ne peut pas avoir de support, parce que l'événement, il est maintenant. Et derrière, alors fait un peu moins réjouissant, il y a beaucoup de gens qui, c'est tellement à la mode, qui s'attaquent à ça. Là aussi, on l'a vécu dans des événements, des attaques DDoS pour ceux que ça parle. Donc il y a des gens qui vont essayer de faire tomber le réseau. Parce que, voilà, ils veulent se faire parler d'eux, on ne connaît pas trop leur motivation. Mais donc on est obligé en contrebalancement de savoir comment contrer ces gens-là.
Donc c'est dans le jeu vidéo qu'on va tester vraiment la cybersécurité. Il faut savoir, National s'intéresse beaucoup justement à ce qui se passe dans l'e-sport quand les événements sont attaqués, parce que c'est là qu'il y a les plus gros pirates qui sont en action et c'est là qu'ils sont en train de développer, qu'ils ont un petit peu leur champ d'essai. Métier de développeur, alors ça a été illustré là encore, je vais un peu plus rapidement, même si quand vous jouez aux jeux vidéo vous ne développez pas, il y a pas mal de jeux vidéo où il y a du développement qui est intégré. Et du coup là, ceux qui sont curieux, qui viennent du jeu vidéo, vont s'intéresser au développement et souvent faire leur métier. On voit dans les écoles d'ingénieurs en informatique, c'est quasiment que des joueurs. Et c'est même, nous on a organisé beaucoup d'événements, notamment à Epitech Strasbourg, parce qu'il y avait cette bonne relation. Il y en a même qui intègrent dans leur processus de recrutement justement des hackathons où il y a une partie temps où on développe et une partie temps où on joue. Ce qui permet à la fois de voir, les gens s'intéressent aux deux sujets, ça permet aussi de voir leur qualité humaine dans leur manière de travailler ensemble, dans les recrutements, donc pas que la capacité à coder, mais aussi la capacité à travailler en équipe, à échanger avec les gens. Donc tout ça grâce aux jeux vidéo. Alors là c'est mon exemple personnel, je suis sur la gauche. Donc c'était le Colmar eSport Show de janvier dernier. C'est juste une illustration, hein. J'ai eu le temps de faire une 50aine d'événements en 15 ans. Mais simplement, moi c'est juste né d'une passion. Là je raconte mon histoire et je pourrais raconter celle d'autres gens que j'ai rencontrés par ce biais. À la base j'étais un joueur. À la base j'avais juste envie de continuer à jouer avec mes potes quand j'ai créé l'association et qu'on s'est dit tiens on va partager ça au plus grand nombre. Et puis on se retrouve un peu plus tard à faire des événements avec 600 PC connectés, avec 11 000 visiteurs. Sans études spécifiques, hein. J'ai jamais fait des études événementielles et pourtant voilà, je vois un petit peu tous les logiciels qu'il faut, que ce soit pour travailler en équipe, que ce soit pour gérer le réseau, que ce soit pour gérer l'organigramme, plein de choses comme ça. Et je le vois dans mon staff parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup délégué à beaucoup de personnes. Séverine peut témoigner parce que outre être streameuse, elle est aussi membre de l'association DILAT. Voilà, c'est un travail avec des outils qu'on apprend sur le tas et derrière on fait des gros événements, des événements que vous pouvez faire. Alors, je fais un petit clin d'œil à nos amis de CI qui ont fait un très bon événement récemment, justement, où il y avait aussi ce côté streaming en direct, où ils ont aussi mis en avant les compétences, aussi toutes les mécaniques qu'on peut faire pour l'humain. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on retrouve dans les métiers aujourd'hui, dont vous avez besoin dans les entreprises, voilà, des événements où vous pouvez streamer, où vous pouvez voilà, jouer sur les mécaniques digitales. Et donc, parmi ces gens-là, il y a des gens qui, par l'e-sport, ont appris simplement à communiquer, à raconter ce qu'ils font. Quelqu'un qui se stream en train de jouer à League of Legends, vous connaissez rien, vous allez regarder, et la personne sait qu'il y a des personnes néophytes, mais elle doit être capable de transcrire son discours, d'un discours très technique, hein, parce qu'on parle de mots. Si vous regardez une partie de League of Legends qui est commentée par des experts pour des experts, vous allez probablement pas comprendre grand-chose, et c'est normal. Même moi, honnêtement, dans ce que j'ai vu hier, je n'étais pas forcément à l'aise surtout, mais les gens justement sont aussi capables de s'adapter à leur auditoire, sont capables de vulgariser, de reformuler. Et ça, c'est souvent un souci en entreprise, surtout à l'heure de la digitalisation. On aime bien mettre des anglicismes un peu partout. L'interlocuteur, il n'a rien compris, mais bon, vous avez l'air d'être un expert, on vous fait confiance. Sauf que quand il n'y a pas la compréhension, derrière, on sait ce que ça peut donner comme conséquence. Donc des gens qui savent un peu exprimer les choses, les retraduire, hein, c'est une vraie qualité en entreprise. Et ça peut faire des animateurs. Alors là, si vous je reprends mon exemple, moi je me revois il y a 15 ans, avant d'être dans l'événementiel, j'étais plutôt très timide et j'aurais jamais parlé devant plus de 4 personnes en face en mode conférence. Et là, je prends l'exemple de mon ami Fred, hein, qui est... Alors lui, j'ai un peu parlé de lui aussi. Lui, à la base, c'était un joueur de MMORPG. Hein. C'est les jeux comme World of Warcraft, où vous jouez à plusieurs sur un monde médiéval fantastique. Et avec leurs amis, ils ont créé une web-série qui s'appelle Noob, où en gros, ils se filment comme s'ils étaient dans le jeu vidéo à faire des quêtes. Donc c'est plutôt humoristique, je vous invite à regarder. Et avec les années, ils ont progressé. Si vous êtes invité à regarder la série Noob, vous verrez la progression technologique de cette web-série, qui a fini par faire du crowdfunding et qui a fait les plus gros crowdfunding d'Europe sur Ulule. Là, ils ont lancé récemment un jeu vidéo, qui est tout simplement le plus gros record de crowdfunding en Europe. Ça se mesure en millions d'euros, des sommes énormes, alors qu'à la base, c'était juste des gens qui jouaient aux jeux vidéo, qui avaient un petit délire. Et donc le gars, lui, à force de sortir en convention, parce qu'ils ont été, après la web-série, invités à des conventions, il a trouvé un vrai plaisir à commenter, à animer. Et aujourd'hui, c'est son boulot. Là, je l'ai vu hier à Paris Games Week, je le revois la semaine prochaine, et on va le refaire revenir. Voilà, c'est quelqu'un qui aujourd'hui en a fait son métier. Il va animer, il va faire ce qu'on appelle Lost, hein, il va animer un petit peu autour de l'événement. Et donc il a une très grande aisance, il fait participer les gens, et donc là je reviens sur les métiers. Si vous avez besoin d'un animateur, que ce soit en team building, que ce soit pour animer vos réunions, c'est le genre de qualité que vous verrez chez des gens simplement partant de l'e-sport. Voilà, je vais beaucoup plus vite parce qu'on est vraiment en retard, désolé. Juste quelques illustrations. L'e-sport a aussi apporté des outils qui sont utilisés en management. Je donne quelques exemples. Donc ça, c'est une société qui s'appelle Wipix, qui est basée à Innsbruck, donc pas loin d'ici, qui a développé un outil où, grosso modo, un manager peut donner des tâches à ses équipes. Hein, voilà,
C'est pas forcément ramener le café, hein, ça peut être des tâches un peu plus compliquées. Et derrière, vous débloquez un système de points, de badges, d'expérience. C'est-à-dire que l'équipier qui aura fait la mission va gagner un certain nombre d'expériences, va pouvoir gagner en niveau. Tout ça, c'est virtuel. En soi, ça vous coûte rien, ça vous coûte l'outil, éventuellement des vraies récompenses, parce qu'on peut faire gagner un café, on peut faire gagner, je sais pas, un chèque cadeau ou autre. Donc vous avez un système de classement, vous avez un système d'expérience, de badge, et ça permet de motiver les équipes. Parce qu'aujourd'hui, quand vous jouez aux jeux vidéo, pour ceux qui jouent, il y a vraiment cette mécanique de badge, cette mécanique de gagner en classement. Donc du coup, on l'a fait. Alors, attention, sans rentrer dans le côté vicieux de la concurrence entre les gens, moi j'ai vu les tableaux des meilleurs commerciaux dans certaines entreprises, ça peut avoir un côté pervers, mais ça peut être fait de manière beaucoup plus subtile, avec des systèmes de badge, avec justement également des récompenses partagées, des choses comme ça, qui vont motiver les équipes et qui vont les booster à vraiment aller au bout de leur mission, dans les temps, etc. Vous pouvez mettre un délai, et ça permet vous aussi de vous organiser, parce qu'en distribuant ces tâches-là, vous pouvez mettre des échéances et en même temps vous assurer qu'elles soient respectées. Et donc la communication, pareil, j'en ai un peu parlé, hein, je vous donne des exemples avec Slack et Discord, comme je vous le disais, qui sont des outils qui viennent du jeu vidéo et qui aujourd'hui sont utilisés en entreprise pour le travail collaboratif. J'aurais pu citer Teams aussi, j'aurais pu citer d'autres exemples, mais c'est des mécaniques qui ont été développées dans l'e-sport, hein, qui font que les gens aujourd'hui peuvent travailler ensemble, partager des projets, partager des dossiers, et donc c'est des outils voilà, qui viennent de l'e-sport et qui sont utilisés dans le monde de l'entreprise. Et pour la formation, pour finir, la formation, vous pouvez faire ce qu'on appelle des serious games. Donc en gros, plutôt que de mettre un formateur lambda qui va former les équipiers, vous pouvez leur mettre des jeux vidéo. Alors certains en réalité virtuelle, hein, je reprendrai un exemple, mais là l'exemple en haut à droite c'est Veolia, donc quelqu'un dans un métier à risque, où grosso modo le personnage a une mission, il doit interagir avec des objets et parfois pouf, il est mort. Ça va, c'est un jeu vidéo. Game over, try again. Dans la vraie vie c'est plus embêtant. Donc justement, utiliser le jeu qui a en même temps ce côté ludique, qui aussi motive hein, le jeune, les générations Z dont on parle beaucoup, même Y, utiliser ce type de mécanique va les aider à apprendre sans risque voilà, de réel pour l'entreprise. Et là, un exemple que j'avais déjà expliqué la dernière fois, qu'on peut utiliser en recrutement. Nous, en recrutement, on utilise donc, le casque que j'ai amené, si quelqu'un veut tester tout à l'heure, on pourra le faire, qui consiste à, voilà, la personne qui est en process de recrutement a devant elle une bombe virtuelle, je précise, qui va exploser dans 5 minutes. Et donc, pour désamorcer cette bombe, il doit être en capacité de décrire la bombe. Voilà, il y a tant de fils, il y a tant de boutons. Et la personne à côté, elle a un manuel en anglais. En fonction des informations que l'on lui donne, il doit être capable de désamorcer, de lui donner des informations pour désamorcer. Donc, c'est à la fois de la gestion du stress, de la capacité à décrire des choses de manière pragmatique et voilà, à bien les interpréter, bien traduire. En même temps, c'est un test d'anglais. Donc voilà, ça, c'est le type de choses qu'on vous invite à faire. C'est beaucoup plus naturel. Quand vous faites des process de recrutement ludifiés, c'est beaucoup plus naturel que les questions bonjour, quelles sont vos 3 qualités, vos 3 défauts, comment vous voyez dans 10 ans. Voilà, vous savez très bien que la personne elle a répété, qu'elle a sa réponse toute faite qui vous fera plaisir. De toute façon, ils auront tous donné la même. Donc mettez-les dans un process qui est justement plus ludique, où ils vont peut-être s'exprimer plus naturellement, et vous verrez vraiment plutôt justement les soft skills, les capacités qu'ils ont à communiquer, à s'adapter à des situations. Voilà, pour finir, maintenant qu'on a parlé d'eux, mais comment on les trouve? Alors, pour les trouver, voilà, on va peut-être toquer à la porte, il y a peut-être des gens derrière. Alors, là, c'est un exemple, je vous ai mis des grosses équipes. Bon, eux, c'est des sportifs professionnels, ils ne vont pas forcément venir dans votre société. Peut-être quand ils seront à la retraite, c'est vrai que c'est une bonne chose. Hein. C'est des gens comme les sportifs, quand ils seront en reconversion, pourront être justement... La retraite, parce qu'après, à un moment donné, c'est comme dans les métiers du sport, hein. C'est être retraite sportive, hein, j'entends. Ouais, pas comme la retraite. Je ne rentre pas dans ces débats-là. Il n'y a pas forcément de retraite, il y a plutôt un parcours. C'est ça. C'est plutôt un parcours, on va dire la partie compétitive de l'e-sport. Vous allez la pratiquer jusqu'à une trentaine d'années. Non pas parce que vos capacités cérébrales sont en baisse, ça c'est pas forcément vrai, mais plutôt parce que l'équipe en question a besoin en général de joueurs jeunes pour vendre sa marque. Donc, du coup, au bout d'un moment, ils vont faire une rotation, ce qui est normal, mais ça n'empêche pas celui qui a la trentaine d'années de continuer dans l'e-sport, dans les autres métiers, justement en tant que manager, en tant que chef de projet pour des marques, etc., ou dans des entreprises qui ont besoin justement de capacités développées dans l'e-sport et dans l'e-sport. Après, voilà, dans les équipes semi-pro, ce n'est pas forcément des gens qui vivent de l'e-sport, mais qui pour autant ont développé les qualités qu'on vous a décrites. Et donc, vous pourrez retrouver voilà, en suivant un petit peu le jeu vidéo. Alors, vous pouvez les voir justement sur Twitch, hein, comme vous pouvez revoir la vidéo qu'on est actuellement en train de filmer. C'est là que vous pouvez les voir à l'action, voir un petit peu leur aisance. Il y a beaucoup de marques qui s'approprient les streamers, hein, qui vont leur demander de mettre leur marque sur leur chaîne ou autre. Mais ça peut aller plus loin, hein. Ça peut être des gens qui vont derrière
par leur aisance relationnelle, par leur capacité à utiliser des outils et avoir toutes ces qualités de l'e-sport, des très bons équipiers sur beaucoup de postes qu'on a pu décrire. Ou alors sur le terrain, on a la chance quand même en Alsace d'avoir quelques événements, dont le Colmar Sport Show, les Core Gaming Series et quelques autres. Donc n'hésitez pas à y aller. Donc le prochain Colmar Sport Show en janvier 18 et 19. Ils cherchent aussi des partenaires, petite parenthèse. J'interviens sur les deux terrains, donc je fais les deux. Et c'est un endroit où vous pourrez voir des équipes faire du repérage. Voilà, il y a même des stands qui vont peut-être se faire pour inviter ces gens à créer la relation vraiment entre l'e-sport et l'entreprise, en tout cas ce qui est la vocation qu'on a aujourd'hui. Et donc, vous pouvez les chercher aussi via les formations. Donc on va en lister une, il y en a d'autres, mais il y en a une qui est ici, qui va très bien en parler. Du coup, je n'ai même pas besoin, il y a tout, oui. Il y a tout qui est affiché. Donc les écoles e-sport, j'ai créé la première. Donc j'ai créé la première en France. C'était à la base d'une formation de 1 an sur les métiers de l'e-sport. Donc j'avais envie en fait que les jeunes qui avaient une appétence pour le gaming et l'e-sport, on puisse capter leur attention en leur permettant de se développer en tant que joueur pour aller encore plus loin, pourquoi pas essayer d'atteindre un statut de joueur professionnel. Et à côté de ça, d'apprendre des matières qui sont essentielles au niveau des métiers de l'e-sport, communication, gestion de projet, événementiel. Tout ce qu'on a vu là. En gros, tout ce qu'on a vu là, dans une base, dans une formation en fait, de base métier, en plus de la pratique e-sport, comme un sport-études, version e-sport. À partir de cette formation de 1 an, on a pu, avec beaucoup de nos partenaires qui sont en bas, on a pu développer d'autres formations. Une qui démarre dès le lycée, donc c'est une option e-sport qui démarre au lycée, à la seconde, qui peut amener sur notre formation de 1 an. Et à partir de cette formation de 1 an, on a pu créer donc 2 bachelors, un bachelor en business marketing sport, e-sport, un bachelor en gestion de projet e-sport event, une année 3 en licence infocom et les masters qui vont avec. Donc master 1 et master 2 en infocom, master 1, master 2 management et gestion de projet. Et en fait, elles font tout le lien avec notre formation initiale de 1 an, celle qu'on avait créée à la toute base. Vous pouvez intégrer par exemple le bachelor en année 2. Si vous avez réussi la première année chez moi, si vous n'avez pas envie de démarrer en année 1 le bachelor, vous pouvez venir chez moi et intégrer en année 2 si vous avez réussi, par exemple. On a d'autres formations. On a une formation courte avec Pôle emploi sur la préparation des coachs physiques et cérébraux. En fait, on s'est aperçu que le sport et l'e-sport étant vraiment liés, les managers et les coachs en fait, répondaient au même code et en fait, formaient dans les 2 volets à chaque fois, quel que soit le club. On s'est dit qu'on allait faire une formation courte, Pôle emploi nous a immédiatement suivi pour mettre ça en place. Et là, voilà, c'est un peu plus technique, le lien est un peu différent. Donc on est en train de monter ici à KM0 22, qui est la première école des métiers des drones, avec un cursus en Bac+3. Et concrètement, c'est l'idée d'utiliser les facultés cérébrales d'un e-sportif pour les adapter en fait, à un univers qui n'est pas forcément l'e-sport, comme le pilotage de drones et les métiers qui y sont liés. Donc en fait, dans le programme de formation, hormis l'informatique, le pilotage, le télépilotage, les métiers de la sécurité, du bâtiment, du patrimoine, etc., il y a des modules de gaming et d'e-sport pour préparer les cerveaux, avec des outils comme Minecraft, comme Rocket League, pour ceux qui connaissent. Voilà, des gens en fait, qui utilisent des facultés multidimensionnelles, tridimensionnelles, par rapport au pilotage de drone. Donc voilà tout ce qu'on fait via les formations. Ça fait beaucoup. Maintenant que je dis ça, que je le lis comme ça fait quand même beaucoup. Ce qui est intéressant, comme tu l'as dit, c'était la première en France, la première qui existe encore. Et en 2016, est-ce que tu as des premiers retours d'expérience? Qu'est-ce qu'ils ont fait les étudiants des premières années, à part streamer Alors, on a beaucoup de retours. Alors, de la toute dernière édition, on est encore en train de récolter les datas, forcément, mais première, deuxième année, il y a un peu de tout. Donc, on a des gens qui travaillent dans le milieu du numérique ou dans le milieu de l'e-sport. On en a qui ont repris ou continué poursuivre des études dans le numérique ou dans l'e-sport. Et qui ont trouvé leur vocation justement par formation. Il y en a qui ont intégré le tissu associatif, il y en a qui ont créé leur propre boîte. D'ailleurs, Cédric qui présente je pense que c'est l'exemple d'à peu près tout. C'est-à-dire, elle a intégré le tissu associatif, elle a repris les études, elle a essayé de travailler un peu dans le monde du numérique. Maintenant, elle a son propre statut d'entreprise. Elle travaille du coup de temps en temps un petit peu avec Xavier Noël, avec moi. Voilà. Donc là, on a vraiment tout le cursus de tous les parcours possibles après nous. Et puis après, sur la deuxième année, pareil, on a sorti des joueurs professionnels, voilà, donc des e-sportifs professionnels, d'autres qui sont dans le milieu d'e-sport, d'autres dans le milieu du numérique. On a évidemment aussi des datas qu'on n'a pas, donc de gens qu'on n'a pas, ou des gens qui ne font pas d'e-sport.
tout simplement, qui ne sont même pas dans le numérique, qui ont suivi nos formations, mais qui travaillent dans l'industrie, la mécanique, etc. Parce qu'ils ont plutôt trouvé leur vocation à ce moment-là. Plusieurs écoles en France comme ça maintenant à partir du moment où j'ai été créé en 2016, maintenant on est en 2019, à peu près une trentaine de formations. Donc le filon a été très vite exploité par beaucoup de mes confrères. Pas dire concurrents. On l'a vu, à Paris Game Week, il y avait vraiment beaucoup de pubs à droite à gauche. Il y avait un pôle formation, qui n'est pas forcément des formations d'e-sport, mais qui intègrent d'une manière ou d'une autre l'e-sport dans leur cursus de formation. Donc c'est vrai qu'il faut distinguer les deux. Il y a ceux qui forment dans l'e-sport, mais qui derrière vont peut-être dédier sur autre chose, et d'autres qui vont être sur un parcours précis, mais qui vont utiliser les mécaniques de l'e-sport pour un petit peu développer toutes les qualités qu'on vous a dit tout à l'heure. C'est là où on a une grosse responsabilité, c'est qu'on sait qu'on sera reproduit, vu qu'on est toujours le précurseur, on est toujours ceux qui faisons les choses en premier, donc on sait qu'on sera reproduit, on sait qu'on doit faire les choses. Nous, on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur parce qu'on sait que derrière, il y a des gens qui attendent, et puis même la responsabilité qu'on a envers la jeunesse qui a ensemble. On ne peut pas se permettre de discuter. Et donc, dernier point, alors que nous, on souhaite développer au niveau de Conexop, mais avec nos partenaires, et j'invite Stéphane justement à venir, c'est on pense que justement cet e-sport, finalement, est utilisé partout, même dans les quartiers. C'est quelque chose qui peut rebondir justement pour l'insertion professionnelle. Je pense qu'on peut, quand on parle d'insertion professionnelle par le sport, on rajoutera le i après, c'est à Stéphane d'en parler. Oui, alors on fait le lien pas forcément évident. Alors nous, on développe une méthode depuis maintenant presque plus de 10 ans, 12 ans. On est l'élan sportif, on est une association positionnée sur l'éducation à l'insertion par le sport, l'inclusion par le sport. Donc on utilise le sport effectivement comme moyen de remettre la confiance, de travailler des règles collectives, ce qu'on a dit sur les soft skills. Et aujourd'hui, on a une méthode qui est reconnue, qui fait des petits, qui essaime et qu'on développe un petit peu sur d'autres territoires. Voilà, le lien avec l'e-sport, il est fait dans le sens où on s'est dit à un moment, nous on fait un SaaS en fait. On fait un SaaS, on ne peut pas forcément envoyer directement les publics qu'on a en difficulté ou pas dans les entreprises. Il était nécessaire de faire un SaaS et nous on fait ce SaaS avec la pratique sportive en fait. On utilise vraiment la pratique sportive à la fois sur de l'individuel, du collectif, du petit collectif, pour justement travailler ce qui est nécessaire et ce qui peut être transférable au niveau de l'entreprise. Donc aujourd'hui, voilà, après nous on a noué des partenariats avec des entreprises. Aujourd'hui, Pro Evolution est un bon exemple qui nous suit en fait sur du recrutement de jeunes et de moins jeunes, mais c'est essentiellement du public qui est entre 20 et 35 ans. Et du coup, ça fonctionne. On accompagne une cinquantaine de jeunes sur une année et on en a effectivement plus de 80% qui trouvent un emploi, une formation, quelque chose de stable, quoi. Et on rajoute dans ce SaaS où on travaille effectivement tout ce qui est confiance, règles, avec la pratique sportive. On rajoute aussi la compétence que développe, ce qu'on disait un petit peu, ce que développent aussi certains jeunes dans la capacité d'animer des séances, d'encadrer du public. Et du coup, on met aussi en place de la formation directe et ils deviennent eux-mêmes animateurs ou éducateurs sportifs. Et ils se mettent un petit peu à notre place. Et nous, on leur permet, par l'intermédiaire de l'association et des prestations qu'on peut aujourd'hui assurer, la possibilité effectivement de se mettre en auto-entreprise et de pouvoir assurer des prestations. Voilà, donc moi, le lien qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, nous, on utilise l'outil sport en concret, c'est-à-dire qu'on a les gens physiques. On a les gens en physique et on travaille cette idée de SaaS en fait, pour justement que les publics puissent passer par un espèce de SaaS quand c'est nécessaire. Alors tout le monde, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, hein. Il y a des gens ça va très vite, il y en a c'est un peu plus long, c'est entre 3 et 9 mois, cette espèce ce SaaS de la pratique sportive. Et effectivement, quand la personne sort de chez nous, enfin sort de notre démarche d'accompagnement, la personne elle est employable parce qu'on a travaillé un certain nombre de choses qui sont nécessaires dans la compétence et dans ce qui est nécessaire en termes de savoir-être pour l'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a développé des liens qui sont assez forts avec les entreprises et les retours. C'est un peu une interaction entre le besoin de l'entreprise et de nous, ce qu'on peut apporter au niveau du jeune ou du moins jeune, quoi. Et le lien qu'on voulait faire avec l'e-sport, c'était de se dire comment nous, on peut finalement mettre dans un programme un peu global un SaaS qui permettrait à la fois d'avoir ce qu'on disait tout à l'heure, je le dis comme ça parce que moi je ne suis pas du tout du métier, enfin de l'e-sport, c'est ce côté virtuel, comment on peut transformer ce qu'on disait, ce qui se retrouvait face à un écran, comment on peut le transporter par rapport à
quelque chose de physique, et du coup là effectivement intégrer de la pratique sportive où on est complètement dans une démarche avec du public en face. On aurait un petit peu les deux aspects sur ce volet un petit peu dynamique d'insertion, d'inclusion quand il est nécessaire de passer par un SAS, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà, c'est un petit peu ça, et on essaye effectivement, avec ConnexUp, on va essayer de développer quelque chose qui peut faire un moment le lien sur cette complémentarité entre la pratique sportive qui est plus virtuelle, enfin l'e-sport, qui est derrière un écran, je veux dire, et puis quelque chose qui est plus physique, où effectivement là on est face à des gens qu'on doit animer du groupe, on doit prendre des décisions, on doit travailler en groupe, des règles collectives, ainsi de suite. Voilà. L'idée c'est ça, c'est-à-dire des jeunes qui sont des e-sportifs en difficulté socialement ou professionnellement, qu'on puisse utiliser ce côté e-sport comme justement le levier sur lequel ils pourront rebondir, et derrière des entreprises qui sont dans les démarches RSE, qui peuvent recruter ça, nous avec ConnexUp, avec l'élan sportif, voilà, tous ensemble, faire le lien pour amener ces gens vers la voie professionnelle, parce qu'ils ont des qualités, simplement il faut faire le lien, il faut faire la connexion, d'où ConnexUp. Alors attention, vous avez les mêmes initiales. Oui. E-sport, ES. Ah, bah oui, gentil, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'après, c'était une vocation. Je pense qu'on peut aller plus loin parce que je pense qu'effectivement, vous avez parlé effectivement de cette notion d'écran à un moment. Quoi. Je pense qu'il est aussi nécessaire à un moment de mettre les gens en contact direct. Quoi. Et on a parlé beaucoup de prépa physique aussi. Donc je pense que ça c'est important aussi de faire le lien. Et il y a beaucoup de similitudes dans ce qui a été dit par rapport à la pratique sportive. Moi, je suis issu du milieu Comment les sportif. gens intègrent une situation par quel circuit ils y arrivent? En fait, ils y arrivent de deux manières tout simples. Soit ils y viennent en direct, parce qu'aujourd'hui on est nous reconnus et les gens savent ce qu'on fait, donc ils y arrivent de manière directe, ou alors ils sont orientés par des partenaires. Voilà, où effectivement aujourd'hui on a des entreprises qui nous disent écoutez, moi j'ai besoin de 2 personnes pour tel métier, pour telle chose, et ils viennent directement rencontrer les jeunes, ils exposent leurs projets, et puis on voit comment on peut construire quelque chose avec eux. Voilà. Donc c'est intéressant de mélanger un genre de, je peux le dire comme ça, un décrassage physique et intellectuel avec les gens sportifs, et puis petit à petit mixer ça avec l'e-sport. Ouais, je pense qu'il y a vraiment des similitudes. Dans ce sens-là. Et surtout moi je me suis retrouvé dans plein de choses que j'étais dit. Et alors on a déjà commencé, même si c'est vraiment les prémices, on en a un petit peu discuté dans les autres instances, pas plus tard que la semaine dernière, peut-être que tu veux compléter Stéphane. Ouais, en fait, si vous voulez, aujourd'hui on a justement la ministre des Sports souhaite mettre en place une politique publique de performance sociale du sport en parallèle de la performance sportive. Et effectivement, on est associé à une réflexion qui doit donner cet élan éducatif d'inclusion à la pratique sportive. Il y a une vraie politique publique qui va être annoncée. Et du coup, effectivement, la ministre des Sports est venue, on a déjà eu plusieurs rencontres avec plusieurs interministériels à plusieurs ministres pour effectivement mettre en place quelque chose qui doit être un modèle qu'on pourrait semer sur différents territoires. Et elle est venue vendredi pour effectivement voir comment on fonctionnait, quel était notre modèle. Et on a fait une aparté sur la 3e partie avec ConnexUp et le lien avec l'e-sport. Et effectivement, ils se sont montrés très très intéressés et ça rejoint ce qui a été dit par le secrétaire d'État numérique. C'était vendredi dernier, j'insiste vraiment sur la temporalité. Quand je vous dis il y a du contenu neuf, c'était il y a 6 jours. Et on ne voit pas, moi je me suis de petits bouts de lunettes juste là. Voilà, il y avait Marc qui avait introduit, Stéphane, voilà, la maire de Mulhouse, le député, etc. Et donc apparemment le discours a porté, puisque avant-hier, et je boucle la boucle, édito des ministres, en même temps la diffusion de la Paris Games Week, où on dit que la France doit être le pionnier, où il y a effectivement cet édito public qui met en avant justement la volonté de pousser l'e-sport. Lien ou pas, je pense qu'indirectement il y en a forcément eu. La volonté elle est partagée par les politiques, elle est poussée. Aujourd'hui il y a des investissements qui font dans le sport, dans les formations, dans les sports et dans les formations de l'e-sport. Et l'idée c'est vraiment qu'à tous les niveaux on puisse exploiter l'e-sport. Et donc là, voilà, je conclurai un peu là-dessus. La vocation de ConnexUp, je vous rappelle que je présente un petit peu ConnexUp pour ceux qui sont venus la première fois. Donc nous, on est effectivement un groupe de recrutement qui sont spécialisés dans les métiers du digital, mais aussi dans l'accompagnement à la transformation numérique, parce que vous avez besoin, toutes les sociétés, de vous digitaliser pour être performantes et pas vous faire ubériser. L'idée, c'est ça, c'est que dans l'e-sport, vous aurez des profils que vous pourrez recruter. En tout cas, vous pourrez profiter des mécaniques de l'e-sport pour détecter ses talents, ses soft skills, et vous avez besoin de le faire parce que dans un monde qui bouge sans cesse, dans un monde où il faut se remettre en question, que ce soit d'un point de vue outil, d'un point de vue humain, d'un point de vue marché, et là toutes les qualités vous les avez vues. Voilà, et je terminerai, donc ça c'est un terme de l'e-sport, good game, well played, donc bien joué,
quand on a fait cette partie, d'avoir gagné ensemble. Donc j'espère que vous avez voilà, été convaincus par cette approche. Et bien sûr, on peut en discuter si vous avez des questions ici, ou peut-être que Séverine a pu remonter des questions. Il n'y a pas eu de questions sur le chat? D'accord, bah, sur le chat, vous posez des questions ici dans la salle. Ou réaction, ou autre idée. Branché à mon âge, j'utilise ça maintenant. GGWT. Voilà, ça c'est quand vous avez gagné, hein. C'est pas si la personne a. À moins que ce soit de l'ironie. Quand vous avez perdu, c'est aussi très élégant de le dire. Ah bon? Oui, c'est vrai qu'en général, l'adversaire peut le dire. Voilà, good game, bien joué. Moi, il y a deux aspects en fait qui sont très intéressants. C'est que je découvre un peu comment on peut qualifier le gamer en fait, si on peut appeler ça comme ça. C'est quelqu'un qui est un autodidacte. Et je me dis juste qu'il va falloir trouver de sacrées astuces aujourd'hui pour les valoriser, parce que quand on se retrouve en tant qu'autodidacte devant un recruteur qui lui va chercher juste le bac plus X pour recruter, c'est franchement pas facile. Donc le fait d'avoir des multi-compétences et d'être autodidacte, c'est parfois aussi à contre-courant aujourd'hui dans notre système encore bien ancré et quelque part bien ancré dans le passé, qui dit que voilà, on lui demande de faire une mission spécifique et il ne faut pas qu'il déborde sur tout le reste des postes de travail. Donc il va falloir changer la mentalité des recruteurs, des entreprises en fait, et ça c'est pas évident, ça met du temps, et en même temps il va falloir que ces populations, en guillemets, arrivent à se valoriser à juste titre auprès des entreprises. Et ça c'est une deuxième mission qui... Les deux se rejoignent quoi. C'est une des raisons, ouais, voilà. C'est une des raisons pour lesquelles quand on monte nos formations, on les monte de manière diplômante sur des hauts diplômes. Alors, dans quelle formation, oui, mais avant on parlait surtout des caractéristiques qu'on découvrait chez ces gens-là aujourd'hui, qui vont plus probablement passer par des formations. Ils ont peut-être la trentaine, ils vont peut-être pas recommencer le cycle. Donc je voyais surtout dans ce sens-là. Et je fais le parallèle un petit peu avec un univers que je connais bien, c'est quand on va parler là de l'intrapreneuriat en fait dans le monde de l'entreprise à ce moment-là, ce qui n'est pas encore tout à fait reconnu non plus, mais c'est un petit peu la même démarche que celui qui a été chef d'entreprise et qui veut se positionner dans un poste auprès d'une entreprise. C'est très compliqué aujourd'hui parce que malgré le fait que la personne correspond à peu près aux mêmes indicateurs que vous avez là, c'est-à-dire autodidacte, des multi-compétences dans différents domaines parce qu'il a tout vécu, c'est franchement pas évident de valoriser ce poste dans l'équivalent, alors que peut-être les gens vont juste chercher le bac plus, comme je disais avant, un certain nombre d'années d'études qui correspondra juste au standard de recherche du poste de travail. Oui, parce que après tout dépend du book que je pense que la personne va amener. Si la personne a quelque chose à montrer, peut-être que concrètement, ce que j'explique souvent à mes étudiants, c'est que ce qui fait la différence entre eux et quelqu'un d'autre, ça va être la manière qui va être de surprendre la personne en face. Parce que ils vont tous vouloir avoir le fameux diplôme, sauf qu'à un moment donné, forcément, il y avoir des appels, des entretiens. Tout va dépendre de comment l'entretien est fait. Je reçois beaucoup de gens en entretien. Ceux que je retiens, c'est ceux qui m'ont surpris. Très souvent, c'est le cas, c'est ceux qui m'ont surpris. Donc je leur dis comment vous allez surprendre la personne en face. Et l'une des explications, alors c'est un exemple, hein, mais ils vont forcément arriver dans une salle d'attente, 5-6 personnes qui sont assises avec leur pochette, peut-être une clé USB, etc. Le mec en face, il en voit tous les jours, c'est pas ça qui va m'intéresser. Mais ce que je dis à mes étudiants, c'est prenez un paperboard, prenez un rétroproche, faites quelque chose en direct. Montrez ce que vous savez faire en direct. Si ça marche, tant mieux. Ça marche pas parce que c'était trop, peut-être, c'était too much et ça inquiète la personne en face. Peut-être que c'était même pas la boîte qui correspondait finalement, l'état d'esprit ne correspondait pas. Et si la personne, elle se dit, c'est intéressant ce qu'il est en train de produire, etc., peut-être que je vais le rappeler. Et puis ça met aussi un petit coup psychologique aux 5 autres qui sont dans la salle d'attente et qui, eux, sont avec leur petite ils vont arriver, ils vont dire, qu'est-ce qu'il fait ce mec-là? Il débarque, il est suréquipé, il a des bagages, qu'est-ce qu'il va nous faire au final? Et on dirait qu'il y a quelque chose qui manque. Stéphane veut rebondir. Non, le truc est en train d'évoluer actuellement. On parle d'e-sport, mais les jeunes en général aujourd'hui ne supportent plus des organisations verticales comme on a vu nous même des dizaines d'années derrière nous. Il faut beaucoup plus de transversalité, plus d'implication, de responsabilité directe qu'on ne sollicitait pas avant avec les gens qu'on entendait. C'est vrai que tout doit évoluer. Les entretiens d'embauche, avant qu'ils évoluent dans le sens où
va encore se passer quelques années, c'est évident. Je rejoins ce que vous dites en fait, parce que nous on était confrontés à la même problématique par rapport à la pratique sportive. Voilà, à dire ah oui, mais il a le savoir-être, la confiance, le dépassement de soi. À un moment, on nous dit oui, mais quel diplôme quoi. Et en fait, je pense que c'est aussi tout un travail d'écosystème. C'est créer un réseau de partenaires, un écosystème où effectivement on se fait confiance. Alors nous, ça fait 12 ans, mais aujourd'hui, c'est ça ce qu'on a aussi travaillé depuis 12 ans, c'est de se dire aujourd'hui, on a des entreprises qui nous font confiance. Notre méthode, elle est scellée, elle fonctionne. Donc voilà, c'est de ne pas partir tout seul et de se dire comment on s'inscrit dans un écosystème, dans un réseau où effectivement on peut se faire confiance et effectivement où, à un moment chacun prend il y a une prise de risque à prendre pour tout le monde. Quoi. Mais c'est un petit peu un travail qu'il faut poser aussi en termes de travail en réseau et en partenariat. Un autre exemple que j'avais, donc avant d'avoir l'entreprise que j'ai actuellement, j'en avais une autre précédemment qui était vraiment axée sur les jeux de cartes à jouer, étant donné que c'était mon savoir-faire premier. Alors c'est pas pour un entretien d'embauche, c'était pour un stage. J'ai un jeune qui est venu, un lycéen, il est venu en boutique et il a dit est-ce que vous prenez des stagiaires? C'est pas forcément compliqué, etc. Et il me sort son paquet de cartes et si je vous bats? Mais c'est comme ça, il m'a dit si je vous bats, est-ce que vous me prenez? Mais ça m'a interpellé tout de suite, je me suis dit mais c'est génial. Allez go, c'est parti. Il a perdu, mais je l'ai pris. Parce que dans l'idée, il est venu, il a fait mais si je vous bats, et il était confiant, hein. Dans sa tête, il voulait gagner, etc. Et quand j'ai vu la tête qu'il avait quand il a perdu, je me suis dit non, mais je le prends. C'est génial. Ça, c'est génial de venir porter un peu et d'assumer. La relation entre les candidats qui cherchent un travail et les entreprises, c'est que le rapport de force a un petit peu changé quand même. Et c'est pas la même. C'est pas ce que nous avons entre guillemets vécu quand nous on était à la recherche d'un emploi. C'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui, pour en croiser pas mal dans mes activités à moi, c'est des personnes qui vont faire du casting d'entreprise. C'est-à-dire que vous allez offrir un poste, mais eux, ce qu'ils vont chercher, c'est aussi ce que eux, ils ont envie d'avoir. Et c'est vraiment la rencontre des deux. Donc, souvent, autrefois, le candidat était à un rapport inférieur par rapport à l'entreprise. Là, je dirais qu'on est plus sur un mode d'égalité à égalité, voire même le candidat qui va faire son casting. Et si le feeling va passer, il y aura l'embauche. Mais la décision sera plus du côté candidat que du côté entreprise. Aujourd'hui, les jeunes ne rentrent pas pour un salaire plus important d'un côté ou d'un autre. Ils rentrent parce qu'il y a une politique qui tient la route, parce qu'il y a une ambiance particulière, parce qu'ils sont sur les applications, je n'ai plus le nom, qui donnent le niveau d'ambiance dans une société, etc. Les critères vont complètement changer. Il y a des hauts donnent des notes, effectivement, c'est la marque employeur en fait. Le terme, c'est ça, c'est aujourd'hui. Avant d'être dans une société, on va regarder ce qu'on a envie d'y aller. Mais oui, mais pourquoi se prendre la tête quoi? Je veux dire, la vie est suffisamment courte, pourquoi C'est la mentalité, alors c'est vrai que c'est... On a atteint un niveau de confort assez élevé pour se dire que voilà, en fait, on a atteint un niveau de confort où on survit automatiquement. Donc pour aller travailler, on a envie de travailler dans quelque chose qui nous plaît. Et ça, c'est de plus en plus, hein, surtout avec l'arrivée d'Internet, avec tous les nouveaux métiers justement qu'on n'a pas encore identifiés, etc., qui sont en train de se créer. Les jeunes, oui, voilà, ils ont conscience de vouloir profiter de leur vie et de leur vie professionnelle. Ils ont conscience que du coup, il y a une vie professionnelle, plus la vie, et ils veulent que les deux soient bonnes. J'ai un ami qui a fait des études qu'il n'aimait absolument pas, mais parce que maintenant, il peut se payer un billet d'avion en première classe pour aller surfer dès qu'il y a des gros boulots sur Hawaï. Ouais, on touche exactement à pourquoi j'ai créé aussi à la base les écoles d'e-sport, c'est pour permettre aux jeunes d'apprendre quelque chose qui leur plaît, pour pouvoir travailler dans quelque chose qui leur plaît. C'est un sujet, on ne va pas forcément s'étendre aujourd'hui, mais le management intergénérationnel sur lequel on est déjà intervenu, vous connaissez quelques fois, et qu'on va peut-être faire en club une fois, mais c'est vrai que tout ce que vous dites là est vrai. Aujourd'hui, le jeune, il n'est plus dans la problématique des générations X où on leur a dit il faut travailler, il faut cravacher pour réussir. Là, ils sont pour réussir. C'est une réalité, il faut toujours travailler dur pour réussir. Croyance limitante, parce que si un jeune il réussit facilement en un claquement de doigts, il va s'auto-saboter parce que la croyance est à l'inverse de ce qu'il Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Attention. Plutôt que travailler dur, il faut travailler intelligemment. Voilà. C'est ça. C'est ça qui a changé aujourd'hui. Mais ça n'enlève Des pas fois, qu'il on faut a travailler. entendu ça, il faut travailler dur pour réussir. Oui. C'est pas vrai. Mais on est dans l'instantané, je pense que c'est ça ce qu'il faut dire vraiment pour caractériser les générations Z, c'est tout est connecté, tout est digital, tout est maintenant, hein, les fils d'actualité on les voit maintenant, on les voit pas demain, et donc ce côté instantané, vivre le moment présent, on le voit vraiment. C'est instantané, c'est un commentaire instantané. Il y avait pas des questions dans la salle? Non. Je vois qu'il y a des gens qui parlent, je vais quand même juste
rapidement conclure en vous disant la prochaine thématique, le prochain club aura lieu le 10 décembre, ici même, peut-être la salle à côté, mais voilà, ici même, sur le point de faites un bilan 2019 sur la digitalisation de votre société, les questions à vous poser, donc on sera avec Jean-Baptiste à vous amener à vous poser quelques questions sur est-ce qu'aujourd'hui vous êtes bien et qu'est-ce que vous pouvez faire dans les grandes lignes, hein, ça reste du spécifique à chaque entreprise, mais on parlera des généralités et ce sera intéressant là-dessus. Est-ce qu'il y avait encore des questions? Je sais qu'il y a des gens qui veulent partir, on ne vous retient pas bien sûr. T'as plus de cheveux sur. Ouais, c'était le moment de la photo. Je ne m'étais pas coiffé en fait. En tout cas, c'est un sujet, alors moi je tiens quand même à remercier les gens qui sont venus parce que c'est un sujet, je pense, qui peut être perçu comme avant-gardiste parce que mélanger jeux vidéo et monde professionnel, il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas et qui trouvent le sujet, mais donc, je suis content qu'il y ait des gens et que ce soit partagé. On voit qu'il y a un intérêt au niveau des entreprises, au niveau des médias, au niveau de l'État justement. Moi j'aimerais que ce soit un peu plus sur toutes les entreprises et je pense que là il y a une vraie réponse à cette pénurie, hein, que je vous disais dans le contexte. Voilà, aujourd'hui les métiers évoluent du jour au lendemain. Recruter quelqu'un pour maintenant à l'instant T, oui, mais si cette personne n'est pas capable de s'adapter, et même je dis recrutement, mais en interne, vous avez peut-être déjà des gens, peut-être la première chose à faire chez vous, c'est regarder autour de vous s'il n'y a pas déjà des e-sportifs. Et peut-être que quand vous vous dites je vais créer cette page Facebook pour l'entreprise, vous les talents, vous les avez peut-être déjà chez vous. Avant de recruter, pensez reskilling interne. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et puis je vous remercie pour votre présence, pour les gens qui ont suivi, pour les gens qui regardent le replay. Et je vous dis à bientôt. Alors à tout de suite pour ceux qui restent là, on peut continuer de jouer. Et à bientôt pour ceux qui sont sur Internet.